Tout d'abord, bravo d'être là, dimanche, 10 heures, hein, vous êtes présents, comme quoi l'ardeur, ça compte. Hein. Vous allez donc assister à une conférence gesticulée. Je ne vous redis pas ce qu'est la conférence gesticulée, on va partir du principe que vous étiez là hier ou avant-hier, vous connaissez le principe de la conférence gesticulée. On va rentrer dans le vif du sujet, même si avant de démarrer, j'ai quand même quelque chose à vous dire. Tel que vous me voyez là tout de suite, je suis en possession d'un trésor de famille. Ce sac de la marque Crédit Agricole, c'est l'ancien logo, hein, ça date. Hein. Et le sac avec lequel mon père s'est rendu à, il ne le savait pas encore, ce qui allait être son dernier match de football. J'avais 5 ans et pourtant je me souviens très très bien de ce dernier match et même plus globalement de la semaine qui avait précédé ce match. C'était une semaine assez particulière parce que cette semaine-là, mon père s'était fait installer sur le haut du crâne une perruque. C'était les années 80, c'était à la mode les perruques, bien que ce soit un style assez particulier, il faut bien le reconnaître. Et quand on a 5 ans, c'est un truc qui marque. Je vous laisse imaginer, mon père part au travail le matin, vous voyez Gérard Jugnot, il revient le soir, c'est devenu Mick Jagger. Hein. Le dimanche suivant, mon père qui est footballeur, il est gardien de but, hein, il inaugure ses nouveaux cheveux au stade de foot municipal. Alors, il faut imaginer la scène, je suis dans le stade avec mes 2 grands frères, ma mère, il y a plusieurs centaines de personnes présentes dans le stade, je vois mon père à l'échauffement, et premier constat, en plus de s'être fait pousser des cheveux sur la tête, il s'est fait pousser des ailes dans le dos. Visiblement, ces nouveaux cheveux, ça le galvanise. Je vois qu'il va chercher les ballons. Un coup à gauche, un coup à droite. 15e minute de jeu. Corner de l'équipe adverse. Le ballon est dans les airs. Il va être repris de la tête par l'avant-centre adverse qui va ouvrir la marque. C'est désormais une certitude. Mais c'est sans compter sur la dextérité de mon père qui, tel un chat, se déploie dans les airs, il boxe le ballon, il éloigne le danger, et là, en retombant, il fait un soleil sur le dos de son libéro, et il se pète la clavicule. Mais dans son geste héroïque, il n'y laisse pas simplement sa clavicule, on voit ses cheveux qui se mettent à voler au vent, qui terminent leur course quelques mètres plus loin. Et là, les centaines de personnes dans le stade vont assister à une scène assez surréaliste. Mon père, qui, je vous le rappelle quand même, a la clavicule pétée, qui se met à ramper à la recherche de ses cheveux perdus, qui va mettre derrière un certain temps avant de retrouver. Il va lamentablement déposer sa perruque sur sa tête. Hein. Quelques jours plus tard, ma mère demandera à mon père de déposer ses cheveux dans le placard. Plus jamais, ils n'en ressortiront. Voilà, tout ça pour vous dire que le football, dans ma famille, c'est une institution. Limite un rite de passage pour les mâles. Mon grand-père maternel était footballeur, mon grand-père paternel était footballeur, mes oncles étaient footballeurs, hein, mes cousins étaient footballeurs, mes frères étaient footballeurs. Et moi, à l'âge de prendre ma première licence sportive, je suis devenu footballeur. Ça s'est moyennement passé pour moi. Et c'est l'histoire que je vais vous raconter ce matin. Pourquoi je ne serai jamais Luis Fernandez. Ça va ? Eh bien écoutez, je propose dans ce cas-là de lancer cette conférence gesticulée. Alors, pour lancer cette conférence gesticulée, je vais m'asseoir. Et là, je prends mon temps. Et je me lance. Mesdames, messieurs, je suis assis sur un banc. Mais pas sur n'importe quel banc, sur un banc de touche. Plus exactement, sur un banc de touche de terrain de football. Ce banc de touche a été mon compagnon de jeu pendant une partie de mon enfance. Sur ce banc, j'ai passé des centaines d'heures à regarder mes copains jouer
et à attendre que mon tour vienne. Quand j'étais enfant, j'étais footballeur, ou plutôt j'étais intermittent du football. Un coup je jouais, un coup je jouais pas. Un coup je jouais pas, un coup je jouais pas. C'était selon le bon vouloir de mon entraîneur. Je jouais s'il en décidait ainsi. Mais il en décidait rarement ainsi. 1986, j'ai 6 ans. J'ai le poster de l'équipe de France de football accroché au mur de ma chambre. L'équipe de France de la Coupe du Monde 86 au Mexique, Mexico 86, viva les Bleus. Joël Batz est dans les buts. À la pointe de l'attaque, on trouve Yannick Stopira, le Toulousain, et sur l'aile droite, Dominique Rocheteau, le roi du dribble, surnommé l'ange vert. Derrière eux, le milieu de terrain en or, le carré magique, celui que tous les entraîneurs du monde rêvent d'entraîner. Giresse Tigana, Fernandez et Michel Platini. En quart de finale de cette Coupe du Monde au Mexique, l'équipe de France est opposée au Brésil, le grand Brésil de Zico et de Socrates. 1-1 à l'issue du temps réglementaire grâce à un but de Platini. 1-1 à l'issue des prolongations. Et la France va devoir de nouveau affronter l'épreuve des tirs au but. Cette terrible épreuve qui lui a été fatale 4 ans plus tôt à Séville face à l'Allemagne de Schumacher. Mais Luis Fernandez a la qualification au bout du soulier. Il est face à Carlos, le gardien brésilien. Il s'élance pour ce qui est peut-être le dernier tir au but, synonyme de qualification. La France entière retient son souffle. Certains se masquent le visage pour ne pas voir. Thierry Roland, déjà lui, est au commentaire. Vas-y Louis, vas-y mon petit bonhomme, allez Louis, allez mon petit bonhomme, oui, bravo, la France est en demi-finale, bravo Louis, bravo mon petit bonhomme. J'ai 6 ans, je ne comprends pas exactement ce qui se passe, je vois mon père qui fait des bonds, il tombe dans les bras de mon grand frère. La seule chose que je comprends à ce moment-là, c'est que bientôt, Luis Fernandez va devenir mon héros. Bientôt, l'autre mur de ma chambre se couvrira du poster de Fernandez. Luis, ce fils d'immigrés espagnols qui a grandi en banlieue lyonnaise et qui est devenu au milieu des années 80 le chouchou du Parc des Princes. Il est le roi du milieu de terrain en équipe de France et au Paris Saint-Germain. Il tag, récupère, relance, organise. Parfois à la limite de la régularité, mais les arbitres laissent faire. On ne touche pas à Luis. Et moi, c'est à la rentrée de septembre, après cette Coupe du Monde au Mexique, après cet exploit de Fernandez, que je vais prendre ma première licence de football. Avec un rêve qui mûrit en moi, marcher sur les pas de Fernandez. Être sur le terrain, le même joueur, avec la même grinta, avec le même état d'esprit. Être comme mon héros Luis, un meneur d'hommes. On n'atteint pas toujours ses rêves. En fait, ça ne va pas se passer comme ça, et pour une raison simple, c'est que le football, il ne va pas vouloir de moi, et il va m'expulser. Carton rouge. La faute que j'ai commise, celle de ne pas avoir été suffisamment bon au football. Anthony, il est gentil, mais le problème, c'est qu'il ne sait pas jouer au foot, avait dit de moi mon entraîneur de l'époque. Alors, quand je dis que j'ai été expulsé, entendons-nous, jamais aucun entraîneur n'a ouvert la porte du vestiaire, coup de pied aux fesses, va-t'en, on t'a assez vu. Non, pas du tout, non, ça s'est passé de façon plus sournoise, plus insidieuse. Ça a duré exactement 6 ans. J'étais endurant. 6 ans durant lesquels j'ai passé mes samedis après-midi sur le banc de touche. 6 ans où j'ai écumé les bancs de touche de la région, où j'ai fait banquette, comme on dit. 6 ans durant lesquels j'ai joué au remplaçant. À la fin des entraînements, on avait l'habitude de terminer par un petit match. C'est comme ça qu'on disait. Et l'entraîneur prenait son sifflet et il disait « Bon les gars, on va finir par un petit match. Chacun son poste. »
C'était mon poste sur le terrain. Un jour, mon père est venu me voir au match. Enfin, mon père avait été missionné par ma mère pour venir me voir au match. La famille venait d'acheter un caméscope et mon père devait venir me filmer sur le terrain. Vous voyez, ce genre d'image qu'on immortalise, qu'on se regarde au coin du feu 20 ans plus tard en famille, sauf que ce samedi après-midi, comme chaque samedi après-midi, je suis resté sur le banc de touche. À 5 minutes de la fin du match, j'ai entendu l'entraîneur dire aux parents qui étaient autour de lui « On va peut-être le faire rentrer. Ce serait dommage que la famille ait acheté un caméscope pour rien. » Éclat de rire général. J'ai vu mon père quelques mètres plus loin, le regard humide. Lui, le footballeur au passé glorieux, je crois que cet après-midi-là, il a eu un peu honte de moi. Il aurait tellement eu envie d'avoir un fils qui sache jouer au foot. Ça a fini par me lasser. Passer ces samedis après-midi sur le banc de touche, quand on entre comme ça dans l'adolescence, vous en conviendrez aisément, il y a plus excitant comme programme. Et j'ai donc pris une décision importante. J'ai décidé d'arrêter le football. Et puis j'ai aussi décidé d'oublier cette tranche de vie. Alors en psychanalyse, on appelle ça le refoulement. Voilà, j'ai décidé d'oublier cette tranche de vie parce qu'elle n'était pas très glorieuse. Elle avait fait de moi un perdant, un vrai de vrai. Mais la violence symbolique en sociologie, c'est lorsque les dominés, on arrive à se convaincre que leur situation de dominé, ils en sont les fautifs, les coupables. Eh bien moi, c'est exactement ce qui m'était arrivé. J'avais fini par me convaincre que cette situation d'exclusion, j'en étais le seul responsable. Que finalement, j'avais qu'à savoir jouer au foot. Et moi aussi, j'aurais été sur le terrain. Peut-être même que j'aurais marché sur les pas de Fernandez. Et j'ai cru ça pendant un paquet d'années. Jusqu'à ce que je tombe sur un bouquin signé du professeur Jacquard. Albert Jacquard, philosophe et généticien. Il a beaucoup écrit sur le sport. Vive le sport, abat le score, est une phrase qu'il se plaisait à répéter. Et le professeur Jacquard est l'homme par lequel mon indignation est arrivée. C'est grâce à lui que j'ai compris la façon dont le sport était organisé, la façon dont le sport, chaque année, pouvait exclure des milliers de gamins. C'est grâce au professeur Jacquard que j'ai compris la façon dont le sport se structurait et ce qui m'était arrivé durant toutes ces années. C'est grâce à lui que j'ai compris ce qu'était l'envers du décor sportif. L'envers du décor sportif. Celui dont on ne parle pas, ou presque pas. Parce que critiquer le sport sans passer immédiatement pour un rabat-joie est une chose extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile parce que c'est bien un truc sur lequel on peut s'entendre en société, dans les discussions du quotidien, c'est que, et on le sait tous, le sport, c'est bon. On le sait, on nous l'a dit, le sport c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'éducation, c'est bon pour la sociabilité, c'est bon pour lutter contre l'obésité. Bref, c'est une espèce de remède universel à tous les maux de la société. Et ça, on nous l'a appris dès qu'on était enfant et on le sait au plus profond de nous-mêmes. Alors quand je dis qu'on peut du coup, face à ce discours dithyrambique à l'égard du sport, c'est très difficile de nourrir un esprit critique. Bien sûr, vous pouvez essayer, mais je vous préviens, vous allez à l'encontre de quelques problèmes. Moi, je l'ai expérimenté. Enfin, je veux dire, si vous êtes parent d'élèves et qu'en début d'année, lors de la réunion qui rassemblera l'enseignant et puis les parents d'élèves, quand l'enseignant vous dira qu'il est absolument essentiel que vous inscriviez votre fils ou votre fille dans un club sportif parce que le sport, c'est bon, si vous vous levez à ce moment-là et que vous dites « ça dépend », il est possible que vous ayez quelques regards circonspects qui se dirigent sur vous. Sous peu que vous soyez nouveau ou nouvelle sur la commune, c'est pas sûr qu'il y ait grand monde qui vous salue le dimanche matin quand vous irez acheter votre baguette de pain à la boulangerie, parce qu'on ne critique pas le sport. Il y a juste une petite anecdote. Il y a quelques années de ça, le CNAGEP. Alors, le CNAGEP, c'est une coordination nationale qui regroupe en son sein tout un tas de mouvements d'éducation populaire. Alors, on trouve les CMEA, les Francas, la Ligue de l'enseignement, les centres sociaux, etc. Ils avaient lancé une grande campagne en faveur de l'éducation populaire, intitulée 100% EduPop, l'éducation populaire fabrique de liens sociaux.
Et ce qui était intéressant, c'est d'aller sur leur site internet. Ils avaient défini, au cœur de cette campagne, toutes les valeurs de l'éducation populaire. Et vous voyez, au milieu des valeurs classiques, justice sociale, égalité, solidarité, fraternité, ils avaient défini une valeur intitulée le sport. Vous ne l'avez pas vu passer. Le sport, ça n'est plus présenté comme une pratique, c'est présenté comme une valeur. Et je veux dire, c'est quand même très compliqué de s'attaquer à une valeur. Le jour où le CNAGEP définira la peinture sur porcelaine comme valeur de l'éducation populaire, ça va devenir très compliqué de critiquer la peinture sur porcelaine. Donc vous allez me dire, pourquoi critiquer la peinture sur porcelaine? Oui, c'est vrai aussi. Et donc on va surfer comme ça, tout au long de l'année, sur cette vague du positivisme sportif, si bien que ça va être très compliqué de nourrir un regard critique à l'égard du sport. Du coup, moi, Anthony, le petit prince des collines, quand à 12 ans, je décide d'arrêter le football, eh ben, je n'ai pas d'autre choix que de me trouver immédiatement un autre sport. Mes parents, ils me préviennent, ils me disent « Ok, 12 ans, tu es en âge de prendre des décisions. Si tu ne parviens pas à t'épanouir dans la pratique footballistique, c'est vrai, nous t'autorisons à changer de sport, mais par contre, voilà, on souhaite que tu te trouves un autre sport. » Voilà. Mettez-vous à la place de mes parents. Enfin, je veux dire, on leur a tellement rabâché que le sport, c'était essentiel. Ils se disent, si notre enfant à 12 ans, il arrête le sport, enfin, je veux dire, c'est une jeunesse qui part complètement en brioche, quoi. Délinquance juvénile, etc., etc. Et donc bah, moi, je vais obéir à mes parents, parce qu'un enfant de 12 ans, bah, ça doit obéir à ses parents. En tout cas, c'est ce que j'essaie d'expliquer actuellement à mon fils Marius. Et donc, je vais me trouver un autre sport, et là, je vais devenir handballeur. Voilà, j'ai quelques copains qui pratiquent le handball. Je vais devenir handballeur, et preuve que l'expérience du football a laissé sur moi quelques traces sur le plan psychologique, je vais devenir gardien de but au handball. Comment vous dire? Faut pas être nécessairement starbé pour être gardien de but au handball, mais ça peut quand même aider. Ça peut aider lorsqu'il s'agit de s'exposer à des tirs à bout portant de molosses d'1,90 m pour 110 kg. Et je veux dire s'y exposer pendant 10 ans, et pas simplement le temps d'un pari alcoolisé avec des potes. Et donc je vais devenir gardien de but au handball, et ça va être l'éclate totale. Je vais m'éclater. Une nouvelle vie pour moi va démarrer, et je vais enfin comprendre tout ce qu'on m'avait raconté sur le sport. Vous savez, tous les éloges à l'égard du sport. Parce que si vous voulez, moi, depuis plusieurs années, on me disait que le sport, c'était le symbole de l'intégration. J'avoue que j'avais un peu de mal à voir où elle était, mon intégration, en passant mes samedis après-midi sur le banc de touche. Mais là, ça y est, je comprends. Je comprends enfin. Je vais me mettre, à partir de ce jour, à vivre pour le handball. Voilà, je vais dormir handball, manger handball, relationner handball. Ça va super bien se passer pour moi, et notamment grâce à un truc tout bête. Je ne l'avais même pas vu venir, et ce truc tout bête, ça s'appelle le terrain. Pour la première fois de ma vie, j'ai le droit d'être sur le terrain. J'ai le droit d'encourager mes copains ailleurs que sur le banc de touche. J'ai le droit de leur faire des passes. J'ai le droit, lorsqu'un joueur adverse part en contre-attaque, de mettre à gesticuler comme un poulpe désarticulé. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu un gardien de but en action sur une contre-attaque. C'est assez impressionnant. Je vous le fais. Vous imaginez, le joueur adverse part en contre-attaque. Je suis seul au milieu de ma cage. Et là, il approche. Et moi, je vais essayer de le déstabiliser. Prier pour qu'au moment du tir, le ballon n'entre pas dans le but. Ou qu'éventuellement, il entre dans le but, mais qu'en tout cas, il préserve mes parties sensibles. La grande phobie du gardien de but au handball. Ça va bien se passer pour moi. Je vais rapidement grimper les échelons. Je vais me retrouver à jouer à un niveau national. Le sport, à ce moment-là, me rend heureux. Le sport m'épanouit jusqu'à la boulette.
On est en 2000. Je suis étudiant à l'université de Tours. Je pratique le handball à un niveau national dans mon club, mais en parallèle, je suis également membre de l'équipe de handball universitaire. Et avec l'équipe de Tours, on est engagé dans un mini-championnat avec 3 autres équipes, les équipes de La Rochelle, Poitiers, Orléans. On va rencontrer chacune de ces équipes une fois, et à l'issue de ces différentes rencontres, il va y avoir un classement qui va être établi, et l'équipe qui va terminer à la première place va se qualifier pour les phases finales du championnat de France qui ont lieu cette année-là à Marseille. Bonne mère, nous voilà. Alors, c'est la partie interactive de la conférence gesticulée. Une petite interaction. Hein. Je vous ai dit que nous étions dans un mini-championnat avec 3 autres équipes, que nous allions rencontrer chacune des équipes une fois. Nous avons donc combien de matchs à disputer? 3 matchs. Pour ceux et celles, attention, on passe à la multiplication. Pour ceux et celles qui connaissent le handball, vous savez peut-être qu'on peut inscrire sur une feuille de match 2 gardiens de but. Nous avons donc combien de postes de gardiens à nous répartir sur l'ensemble des 3 matchs? 6. On passe à la division. Nous sommes 3 gardiens. Sur un principe d'égalité parfaite, nous décidons que chacun d'entre nous jouera combien de matchs? 2 matchs. Je joue les 2 premiers matchs. Et je m'apprête à regarder le 3e match, décisif pour la qualification, dans les tribunes. Mais la veille de ce 3e match, nous avons entraînement. Évidemment, je participe à l'entraînement, bien que je ne joue pas le lendemain. Et à l'issue de l'entraînement, le coach nous réunit dans le vestiaire pour son speech de veille de match. Et là, il nous explique dans un ton très solennel que le match du lendemain est décisif pour la qualification et qu'il décide donc de mettre le maximum d'atouts dans le jeu de l'équipe et donc de me prendre dans le groupe et de laisser Quentin dans les tribunes. Alors Quentin, c'est le gardien de but qui fait 30 cm de moins que moi. Et Quentin, il n'a joué qu'un seul match. Et si moi j'accepte de jouer le lendemain, je jouerai mon 3e match. Alors autant vous le dire tout de suite, hein, mais en toute sincérité. Si je n'avais pas connu mon expérience malheureuse d'exclu du football, à ce moment-là, je me serais posé 0 question. Enfin, je ne sais pas comment vous dire, quoi. J'aurais été du côté des dominants, je n'aurais eu aucune raison légitime de remettre en question mon statut de dominant. Hein. Le problème, c'est que l'exclusion dans le sport, hein, je la connais. Je la connais même trop bien. Je pourrais passer des heures et des heures à vous raconter mon expérience dans le football, mon expérience malheureuse, la douleur qui était la mienne lorsque, avant chaque match dans le vestiaire, l'entraîneur annonçait la composition de l'équipe hein, et que j'apprenais qu'une fois de plus, j'allais passer mon samedi après-midi sur le banc de touche. Hein. Je pourrais vous raconter mes samedis de fin d'après-midi quand je rentrais à la maison, après avoir passé mon après-midi sur le banc. Et là, je rentrais à vélo et à quelques dizaines de mètres de la maison, je mettais pied à terre, j'ouvrais mon sac de sport et je roulais mes affaires dans la boue pour faire croire à mes parents que j'avais joué. Et pour ne pas leur infliger l'humiliation du parent dont l'enfant est un exclu. Hein. Je jette un coup d'œil à Quentin qui est à l'autre bout du vestiaire. Hein. Il a sa tête de chien battu. J'imagine que quelques années plus tôt, dans le vestiaire de football, j'avais à peu près la même tête. Hein. Je me dis à ce moment-là que j'ai quelques secondes pour réagir. Je me rappelle également que si en 86, j'avais le poster de Fernandez accroché au mur de ma chambre, 14 ans plus tard, j'ai le poster de Che Guevara. Une âme révolutionnaire pousse en moi. À ce moment-là, je me lève, j'affronte le regard de l'entraîneur et je lui dis que je ne suis pas d'accord. Qu'on avait défini des règles, qu'on ne change pas les règles en cours de partie, que c'est Quentin qui devait jouer demain, c'est donc Quentin qui jouera, et de toute façon, ce match, avec ou sans moi, on va le gagner. Ernesto sort de ce corps. Alors là, la logique voudrait que tous mes coéquipiers se lèvent à leur tour, qui me soutiennent, qui me donnent raison, peut-être même qui m'applaudissent, allez savoir. Alors, autant vous le dire, ce n'est pas du tout ce qui se passe. Je regarde autour de moi. Cette bande de faux culs, ils ont tous les yeux rivés sur leur godasse. Cette fois-ci, on entend les mouches voler dans le vestiaire. Un ange passe,
J'affronte pour la deuxième fois en l'espace de quelques instants le regard de mon entraîneur, mais cette fois-ci, je suis un peu moins serein. Et là, l'entraîneur me dit « Anthony, t'es un gars gentil, mais le problème, c'est que t'as pas l'esprit d'équipe. Hein. » Bon, c'est la deuxième fois que j'entends que je suis un gars gentil. Bon, ça va, j'ai compris, je suis gentil. La première fois, c'était pour me dire que je ne savais pas jouer au football. La deuxième fois, pour me dire que je n'ai pas l'esprit d'équipe. Alors moi, je suis là, si, j'ai l'esprit d'équipe, au contraire, hein, puisque je propose qu'on ait tous un temps de jeu identique. Finalement, qu'on gagne, qu'on perde, est-ce que c'est ça le plus important? De toute façon, la troisième mi-temps, celle-là, c'est sûr, on va la gagner. Hein. Je n'ai pas l'esprit d'équipe. Hein. En fait, vous avez peut-être compris, hein, ce que veut dire le coach à ce moment-là. En fait, quand il me dit que je n'ai pas l'esprit d'équipe, il me laisse entendre que je ne suis pas prêt à tout, y compris à exclure Quentin. On ne fait pas d'omelette sans casser deux. Je ne suis pas prêt à tout pour faire triompher l'équipe. Hein. Et c'est ça pour lui, avoir l'esprit d'équipe. Hein. Quel qu'en soit le coût, l'objectif, si on a l'esprit d'équipe, c'est de faire triompher l'équipe. Hein. Vous vous souvenez de cette phrase de Coubertin? On l'a tous appris quand on était môme à l'école. Hein. L'essentiel, c'est de participer. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Pierre de Coubertin, ça vous parle? Hein? Pierre de Coubertin n'est pas simplement l'humaniste dont le portrait nous est régulièrement brossé. Si vous voulez, ce n'est pas tout à fait Albert Jacquard. Pierre de Coubertin, vous pouvez le vérifier hein, en faisant une simple recherche Internet, hein, il est misogyne. Il s'oppose à la participation des femmes aux Jeux Olympiques. Il parle d'Olympiade femelle. Et il dit que la seule place des femmes dans un stade, c'est pour remettre les bouquets aux vainqueurs. Il est distingué, baron. Hein. À la même époque, il y a une femme qui s'appelle Alice Mia, qui propose des Jeux Olympiques féminins. Coubertin, il est vent debout. Il va massacrer cette Alice Mia. Il va lui rétorquer que des femmes dans un stade, c'est incorrect, hein, c'est inesthétique. Hein. Il va rebaptiser ces Olympiades les Olympiades femelles. Hein. Pierre de Coubertin, il est raciste. Il présente la race blanche comme des sens supérieurs. Hein. Il dit qu'il y a une hiérarchie dans les races et toutes les races doivent allégeance à la race supérieure, à la race blanche. Hein. Tout ça, il l'a écrit. Hein. Dans quelques mois, on va nous rabattre les oreilles là, sur Pierre de Coubertin. Il faut quand même rappeler qui était cet homme. Hein. Alors, bien sûr, il y a toujours les gens qui prennent sa défense et qui disent qu'il était l'homme de son époque. L'époque à Bondeau. Hein. Pierre de Coubertin se définit lui-même, ouvrez les guillemets, comme un colonialiste fanatique. Il est élitiste. Contrairement à son fameux « l'essentiel, c'est de participer », en fait, il n'a eu de cesse dans tous ses écrits que d'encourager l'écrasement des faibles par les forts. Il dit d'ailleurs que le sport permet de remettre chacun à sa place dans la hiérarchie sociale. Les uns tout en haut de la pyramide, et puis ceux qui ne sont rien, là, dans le caniveau, hein, du Macron avant l'heure et en bonne et due forme. Hein. Et puis, cerise sur le gâteau, vous voyez, le genre de truc qui finit de vous convaincre, que ce Pierre de Coubertin, c'est quand même plutôt un chouette type, avec qui vous avez une farouche envie de passer vos prochaines vacances. C'est un grand admirateur d'Adolf Hitler. Il va d'ailleurs confier l'organisation des Jeux Olympiques à l'Allemagne nazie en 1936. Ce seront les Jeux Olympiques de Berlin. Et pour le Führer, ça va être un magnifique cadeau. Il va se saisir de ces Jeux Olympiques pour tenter de démontrer la supériorité du régime nazi, la suprématie de la race aryenne. Et d'ailleurs, l'Allemagne nazie va sortir grand vainqueur de ces Jeux Olympiques. Ils vont rafler un maximum de médailles. Il y a bien qu'un certain Jesse Owens, un noir américain, qui, dans les grandes épreuves d'athlétisme, va contrarier les plans du Führer. Voilà, donc vous savez, quand on vous dit le grand discours, le sport est apolitique, hein, c'est ce qu'il nous a dit Macron il y a quelques mois. Hein. Dans l'histoire, régulièrement, le sport s'est accoquiné avec des pouvoirs fascistes, etc. etc. Et du coup, Hitler, il est hyper reconnaissant vis-à-vis de Coubertin, qui lui a fait un magnifique cadeau en lui confiant les Jeux Olympiques en 1936 à Berlin. Et il va souffler le nom de Coubertin pour être prix Nobel de la paix en 1936. Bon, je vous l'accorde rétrospectivement, Hitler qui vous parle de paix, bon, ça pue un peu l'oxymore.
mais il faut savoir que grâce à ces Jeux Olympiques, le Führer s'est acheté une image de pacifiste aux yeux du monde entier. Et au vu de l'organisation de ces Jeux Olympiques, qui se sont très bien passés, il a rassuré sur ses intentions belliqueuses. On est en 1936. Je referme la parenthèse. Donc l'essentiel, c'est de participer. Aurait dit Coubertin, alors c'est marrant parce que tous ses écrits disent exactement le contraire. Eh bien non, l'essentiel dans le sport, ça n'est pas de participer. L'essentiel dans le sport, c'est de gagner. Et c'est pas moi qui le dis. Il y a quelques mois de ça, j'étais à la maison. Alors, la maison chez moi, c'est entre Nantes et Rennes, voilà, pour vous donner une petite idée. Hein. Je revenais d'une sortie champignon où j'avais ramené un grand panier de trompettes de la mort. J'étais fier comme un bar tabac. Hein. Et là, je décide de fêter ça. Je me prépare une tisane. Je m'allume un feu dans le poêle. Hein. Et j'allume la radio. Et le dimanche, en fin d'après-midi, sur France Inter, il y a une émission que vous avez peut-être déjà entendue qui s'appelle « Les petits bateaux ». Ça vous parle? Les petits bateaux, c'est quoi? En fait, c'est une émission où des enfants appellent le standard et posent des questions. Oh oui, des questions d'enfants, quoi. Pourquoi il n'y a plus de dinosaures sur la Terre? Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi le Parti socialiste n'est plus de gauche? Vous voyez, ce genre de questions. Hein. Et là, c'est une petite fille qui appelle et qui dit « Bonjour, voilà, je voulais savoir, est-ce que l'essentiel dans le sport, c'est de gagner ou c'est de participer ?» Alors, pour répondre à cette petite fille, ils ne m'ont pas appelé moi. Non, ils ont appelé le directeur de l'INSEP, hein, Institut national du sport, de l'excellence et de la performance. Oui, un institut incontournable dans le paysage sportif français. Tout un tas de sportifs de haut niveau, qu'on va retrouver d'ailleurs aux Jeux Olympiques, là, dans quelques semaines, sont passés par cet institut. Hein. Et voilà ce que va lui répondre le directeur de l'INSEP. Il va lui dire « Écoute, je vais te dire la vérité. Parce qu'il est du devoir des adultes de dire la vérité aux enfants. Bien sûr que l'essentiel dans le sport, ça n'est pas de participer. Bien sûr que l'essentiel dans le sport, c'est de gagner. Et les seuls qui disent que l'essentiel dans le sport, c'est de participer, ce sont les faibles. Et malheureusement, dans le sport, il n'y a pas de place pour les faibles. Ting, ting, ting. 1991. Championnat du monde d'athlétisme à Tokyo. Dans le championnat du monde d'athlétisme, vous avez une épreuve très spectaculaire, qui est le 50 km marche. Vous voyez tous la différence entre la marche et la course? Ça va pour tout le monde? Dans la marche, vous devez toujours avoir un bout de pied qui touche le sol. Alors que dans la course, vous avez régulièrement les deux pieds qui sont décollés du sol. Mais c'est hyper impressionnant, le 50 km marche, parce qu'il faut imaginer les concurrents. En fait, ils marchent, mais ils vont plus vite que si moi je cours à côté d'eux. Avec une démarche très surprenante. Hein, une espèce de Playmobil, hein, mais à 200 à l'heure. Hein. C'est une dépense d'énergie colossale. Dans le 50 km de marche, on voit des athlètes qui font des malaises, qui s'évanouissent, qui vomissent sur le bas-côté. Bref, c'est vraiment une course très impressionnante. Et cette année-là, sur le 50 km marche, 2 athlètes, 2 Russes, font la course en tête. Et ils ont plusieurs minutes d'avance sur leur poursuivant direct lorsqu'ils arrivent à l'entrée du stade olympique pour se disputer la victoire finale. Alors, ils ne sont plus qu'à quelques mètres de la ligne d'arrivée. On s'attend à les voir sprinter. Dans quelques secondes, nous connaîtrons le nouveau champion du monde. Et là, on les voit à l'écran qui échangent quelques mots. Et finalement, ces 2 athlètes décident de ne pas se disputer la victoire finale. Leur geste à eux, ça va être de se prendre par l'épaule et de franchir la ligne d'arrivée ensemble à égalité. Magnifique image. Magnifique image de fair play sportif, de fraternité sportive, que ces 2 hommes qui finissent ensemble à égalité. En fait, comprenez bien leur logique. Ces 2 hommes, ils sont amis dans la vie. Ils s'entraînent ensemble tout au long de l'année.
cette course, ils viennent de la préparer ensemble pendant plusieurs mois. Et là, ils viennent de réaliser une course magnifique. Ils ont mis leur poursuivant direct à plusieurs minutes et ils se sont entraidés pendant les 50 km. Pendant que lorsque un flanchait, c'est l'autre qui le remontait à la surface et puis inversement. Ils viennent de réaliser une course magnifique. Il n'y en a pas un plus que l'autre qui mérite la victoire. Et donc, ils décident d'aller chercher cette médaille d'or ensemble et de terminer à égalité. Eh bien non. Parce que les juges qui sont chargés d'établir le classement vont avoir recours à la photo finish. Et ils vont les départager. Et ils vont les départager pour 1/100 de seconde. Une particule d'épaule, 1/100 de seconde après 50 km. Alors, si vous ne connaissez rien en sport, votre premier réflexe, ça va être de dire « Mais c'est complètement crétin !» Enfin, je veux dire, ils sont complètement débiles, ces juges. Enfin, ces deux athlètes voulaient terminer ensemble. Pourquoi est-ce qu'on ne leur donne pas la médaille d'or? C'est vraiment des conneries. Et en disant ça, effectivement, vous apportez la démonstration que vous ne connaissez rien en sport. Parce que du point de vue de l'olympisme, cette décision des juges, elle est absolument logique. Il faut comprendre que l'égalité est une notion qu'exècre l'olympisme sportif. L'égalité, Tiens, regardez dans le football ou dans le handball, quand un match se termine sur un score de parité, on parle de match nul. Nul, c'est nul. Hein? Ah non, attention, il faut autant prendre le terme dans son sens mathématique que familier. Nul, parce qu'inintéressant. Parce que ce que veut le sport, c'est la hiérarchie. Le sport est un système culturel qui est censé nous faire aimer la hiérarchie, le classement. Bien sûr, les larmes du premier, les joies du premier, mais les larmes du deuxième. Et c'est cette adrénaline qu'on va nous vendre tout au long de l'année. Il faut comprendre que ce qui compte dans le sport, c'est justement ce qui se compte, en fractions de secondes, en millimètres, en podium, en médailles. Alors, ça fait 30 minutes que je vous parle du sport, mais je n'ai toujours pas défini le mot sport. Alors ça, on appelle ça un biais méthodologique. Voilà, n'importe quel travail un peu sérieux, on commence par définir les concepts. Bon, c'est une conférence gesticulée. En fait, quand je parle du sport, il faut savoir que je ne parle pas de n'importe quelle activité physique. En fait, quand je parle du sport, je parle d'un truc très précis. Et je ne parle pas, si vous voulez, de cette sortie le dimanche matin que peut-être vous organisez avec des potes, où vous partez pendant 1 heure faire du vélo sur les routes avoisinantes, où vous revenez 1 heure plus tard tout transpirant en ayant l'impression d'avoir gravi l'Alpe d'Huez. Non, ça, c'est pas du sport. Ça, c'est de l'activité physique, d'entretien, je ne sais pas comment la nommer. C'est comme si vous allez à la piscine pour faire vos 5 ans de longueur en brasse coulée. Ça, ce n'est pas du sport. C'est de l'activité physique d'entretien. Et c'est très important de faire la distinction. Vous comprenez bien que je ne vais pas critiquer l'activité physique. J'ai tout à fait conscience que nous sommes des êtres nomades, nous avons besoin de mettre notre corps en mouvement, et que l'activité physique est absolument indispensable. Enfin voilà, j'ai évidemment rien contre. Voilà, donc ce n'est pas n'importe quelle activité physique, c'est ce que j'essaie d'expliquer à ma mère, qui, depuis 20 ans, ça ne loupe jamais, quand je passe chez elle, le soir, elle va promener son chien. Et quand elle revient, elle a toujours ces mots, elle me dit « Ah, ça y est, j'ai fait mon sport de la journée ». Alors moi, qui ai une conférence sur le sport, je lui dis « Non, maman, en fait, tu ne peux pas vraiment dire qu'en allant promener ton chien, tu fais du sport. » Alors elle me dit « Ah, ben, c'était sportif pourtant. » Je dis « Oui, d'accord, dans le langage familier, tu peux dire que c'est du sport. » Mais si on se réfère à la définition du sport, le sport est une activité... Bon, alors, en règle générale, c'est à ce moment-là que ma mère se met à regretter d'avoir financé mes études post-bac. Le sport, c'est un truc très précis. Le sport, c'est une activité qu'on peut définir à travers 4 critères. Le sport, premier critère, c'est une activité motrice. On met son corps en mouvement. Jusqu'à là, ma mère, elle a raison. Quand elle va promener le chien, elle met son corps en mouvement. Mais le sport, deuxième critère, c'est une activité codifiée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le sport repose sur des règles
très précisément déterminées et auxquelles on ne pourra pas déroger. C'est ça d'ailleurs qui fait la différence entre le sport et le jeu. Moi, j'étais formateur dans un mouvement d'éducation populaire qui s'appelle les CMEA, et on avait un groupe de recherche autour du jeu. Et dans le jeu, on développe un concept qui est le pouvoir instituant du jeu. Ça veut dire quoi? Quand on joue à un jeu avec des enfants, à tout moment, on peut arrêter la partie, vérifier avec les différents joueurs, joueuses, si les règles leur conviennent. Et si les règles ne leur conviennent pas, on peut tout à fait décider de transformer les règles. Et c'est les enfants qui vont eux-mêmes définir les règles, pouvoir citoyen. Dans le sport, ce n'est pas possible. Les règles, elles sont figées. Je veux dire, si vous pratiquez le 100 mètres en compétition, que vous êtes en tête à 30 mètres de l'arrivée, vous ne pouvez pas vous arrêter et revendiquer la victoire finale. Parce que le 100 mètres, ça fait 100 mètres. De même qu'un match de football, ça fait 90 minutes. Par contre, l'été venu, sur la plage, après le pique-nique, après avoir bu la bouteille de rosé avec les potes, vous pouvez tout à fait décider d'improviser une petite partie de balle au pied. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les serviettes de bain pour faire les buts. Avec les pieds, vous allez laisser des marques dans le sable pour faire les lignes. Et puis, vous allez commencer à vous faire des passes avec deux équipes et vous allez essayer d'aller marquer un but dans le but adverse. Sauf que là, ce n'est plus du tout du sport. C'est un jeu de balle au pied, alors qu'on peut appeler le football. Mais ça n'est plus du sport. Parce que vous pouvez tout à fait décider, après 11 minutes, d'arrêter la partie pour aller vous affaler dans le sable, digérer la bouteille de rosé. Personne ne viendra vous emmerder. Donc le sport, c'est une activité codifiée. Troisième critère, le sport, c'est une activité institutionnalisée. C'est-à-dire qui se pratique dans le cadre d'institutions. Ce qu'on appelle également des clubs. Ma mère, elle n'a pas trouvé le club de promenade de chiens. Elle le fait tout seul, dans son coin, éventuellement avec des copines de temps en temps. Ces clubs sont affiliés à des districts, à des comités régionaux, à des fédérations nationales. Et puis ce système institutionnel, il monte jusqu'au niveau international. Voilà, par exemple, cet été, vous allez avoir les Jeux Olympiques. Vous êtes tous au courant qu'il y a des Jeux Olympiques à Paris cet été? Ça va? Ça va être organisé par le CIO, le Comité international olympique. Dans le football, vous avez la FIFA, une institution assez vertueuse, qui a vendu le football à Coca-Cola et à Adidas, avec des mafieux qui ont été à la tête de la FIFA, Avalanche, un Brésilien, enfin, je veux dire, des pots de vin en permanence, toutes les compétitions ont été achetées, enfin bon, bref, un truc complètement dégueulasse. Le sport est une activité institutionnelle et institutionnalisée. Le quatrième critère, qui n'est pas le moins intéressant, le sport est une activité compétitive. En fait, de parler de sport de compétition est un pléonasme. Par essence, par définition, le sport, il est de nature compétitive. Et je veux dire, ce n'est pas une simple querelle sémantique, on est bien d'accord. Jouer ou gagner, eh ben, il va falloir choisir. Et ce truc en 4 critères, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. Alors parfois, il y a des gens qui disent « mais non, le sport a toujours existé ». Pas du tout. Il n'a pas toujours existé. Alors, on dit « si, il y avait les Jeux Olympiques antiques ». Non. Non. Le sport que nous allons connaître à Paris, là, dans quelques semaines, n'a rien à voir avec les Jeux Olympiques antiques. Les Jeux Olympiques antiques, si vous voulez, c'était une espèce de grande kermesse, avec plein de rituels, vous voyez, une espèce de symbole. C'était une métaphore à la guerre, mais il valait mieux s'affronter sur les stades, plutôt. Mais je veux dire, ce n'était pas le sport que l'on connaît. Quand je dis que c'était une grande kermesse, les épreuves qui étaient pratiquées dans les Jeux Olympiques antiques ressemblaient davantage à des séances de bizutage en école d'ingénieurs ou en enterrement de vie de garçon, quoi. Vous voyez, les Jeux Olympiques antiques, c'est des types qui arrivaient nus dans les stades, totalement nus. Alors ils arrivaient comme ça, les mains dans les poches, on leur donnait une courgette, ils prenaient leur élan, ils lançaient la courgette, on faisait les pas, et celui qui avait lancé sa courgette le plus loin possible, c'est lui qui payait l'apéro à ses copains à la buvette après la rencontre, quoi, vous voyez. C'est ça les Jeux Olympiques antiques. C'est à peine exagéré.
Vous aviez une épreuve assez intéressante dans les Jeux Olympiques antiques, c'était la course en armes. Métaphore de la guerre. Donc, vous pouvez imaginer des types totalement nus, que l'on coiffait d'un casque de guerre, on leur donnait un bouclier, une épée, alors, je ne sais pas si vous imaginez la dégaine, hein, et puis on leur demandait comme ça de courir autour d'un stade tout l'après-midi. Hein. J'ai fini par me dire que les Jeux Olympiques antiques étaient organisés à peu près dans le même état d'esprit que n'est organisé en 2024 à la fête de la langoustine au Guilvinec, le concours international Le Crachet de Bigorneau. Voilà, à peu près pour le parallèle. Hein. Ce que je vous dis est très vrai. Hein. Dans le Finistère d'où je viens, il y a un très sérieux concours international Le Crachet de Bigorneau, avec un très sérieux record détenu par un très sérieux Alain Jourdain, avec un crachat à 10 mètres 42. Je vous assure, c'est hyper impressionnant. L'été dernier, j'étais avec des potes sur une terrasse de café, on prenait l'apéro, et là, le serveur nous amène un petit bol de Bigorneau. Alors moi, je fais le malin, quoi. Alain Jourdain, il a qu'à se rhabiller. Hein. Je prends mon Bigorneau, je le coince comme ça, là. Je prends mon élan, on a le droit de prendre son élan quand on crache le Bigorneau. Hein. 2 mètres 20. 10 mètres 42. Dans le même genre, à Vaugneray, c'est en région lyonnaise, vous avez le championnat du monde de lancer de bouse de vache. Voilà. Donc désormais, quand on vous parlera des Jeux Olympiques antiques, vous pensez concours international, le crachet de Bigorneau, fait de la langoustine au Guilvinec. Hein. Non, le sport moderne, il est très récent dans l'histoire de l'humanité. Il va apparaître en Angleterre, l'Angleterre, lieu classique du mode de production capitaliste, et il va apparaître à la fin du XVIIIe, début XIXe siècle. Oui, le sport, il a un peu plus de 2 siècles. C'est que dalle, à l'échelle de l'humanité. En fait, il va apparaître au lendemain de la révolution industrielle. Alors, c'est quoi la révolution industrielle ? Eh bien, c'est une invention, l'invention de la vapeur, avec un type qui s'appelle Denis Papin, à ne pas confondre avec Jean-Pierre Papin, bien qu'on parle de sport ce matin. Et cette invention, la vapeur, elle va permettre le développement de manufactures. Donc on va aller chercher des personnes qui habitent dans les campagnes, on va les mettre à l'intérieur de ces grandes fabriques. C'est l'apparition d'une classe sociale que Marx va étudier, qui va appeler le prolétariat. Et cette révolution industrielle, elle va donner naissance au capitalisme. Le capitalisme industriel. Voilà. Actuellement, on est rentré dans une nouvelle phase du capitalisme, qui est le capitalisme numérique. Je vous invite à découvrir sur Internet la conférence gesticulée de Cédric Lepage, Capitalisme 2.0. Hein. Là, c'est le capitalisme industriel qui se développe au lendemain de la révolution industrielle. Et si je vous raconte tout ça, c'est que le capitalisme et le sport, ils vont précisément naître au même endroit et ils vont naître au même moment. Et pas après pas, étape après étape, le capitalisme, il va modeler le sport à son image. Il va l'affiner, l'ajuster, le polir, jusqu'à en faire un de ses plus puissants alliés. Mesdames, Messieurs, petite définition du capitalisme. Alors, je vous propose une définition très succincte qui tient en 3 mots. Le capitalisme, c'est le droit d'accumulation illimité de capital. Ça va ? Droit d'accumulation illimité. Le capitalisme est un mode de production qui se caractérise par une recherche d'accumulation illimitée du capital. J'insiste sur le terme illimité. En fait, le capitalisme, c'est un droit de prédation qui rend légal, qui rend possible pour une minorité de vivre de la sueur d'une majorité. Et ce, sans entrave, sans limite. Voilà, c'est ce qui permet de comprendre pourquoi Amazon a réalisé en 2019 un bénéfice de 12 milliards d'euros. En 2020,
22 milliards. En 2021, 32 milliards. Je vous jure que c'est vrai. Je ne connais pas les chiffres actuels, mais je les imagine. Hein. C'est ça le capitalisme, c'est que cette conquête de profit, elle se veut en permanence illimitée. Et si le capitalisme est illimité, le sport, lui aussi, en tant que matrice de l'idéologie capitaliste, le sport, lui aussi, il est illimité. En 2009, Usain Bolt, le Jamaïcain champion du monde du 100 mètres, pulvérise le record qu'il détenait déjà en 9 secondes et 58 centièmes. Le lendemain, j'ai vérifié, tous les journalistes de la presse écrite, de la radio, de la télévision consacrent leur reportage à la question « Jusqu'où ira-t-il » Le record qu'il avait établi la veille n'intéressait déjà plus personne. Et on se demandait quel était celui qui allait réussir à repousser les limites humaines. Situs, Altius, Fortus. Plus vite, plus haut, plus fort. C'est la devise des Jeux Olympiques. Alors on pourrait se dire, mais tant mieux, tant mieux, tant mieux, c'est ça une société de progrès. Une société de progrès, c'est une société qui souhaite en permanence repousser ses propres limites, s'améliorer, performer. Eh bien, personnellement, je ne suis pas convaincu de ça. Je ne suis pas convaincu que ce soit ça, une société de progrès. Je ne suis pas convaincu que le plus soit nécessairement synonyme du mieux. Je pense qu'au contraire, personnellement, dans ma perspective de civilisation, je pense qu'au contraire, une société de progrès, c'est une société qui sait se fixer des limites, des entraves, des réserves. Sinon, elle s'expose évidemment à tous les dangers, à toutes les dérives, à tous les excès. Pierre de Coubertin, toujours. Le sport, c'est la liberté de l'excès. Et parmi ces excès dans le sport, mais je suis sûr que vous le voyez poindre, allez, je vous mets sur la voie, comme ça pendant que vous cherchez, moi je fais ma mi-temps. Oui, qui dit sport dit mi-temps. Ça commence par dos, ça finit par page. Je vous laisse réfléchir. Vous ne soufflez pas si vous avez trouvé. Vous laissez les autres chercher. C'est bon, vous avez trouvé? Eh bien, c'était le dopage qu'il fallait trouver, Claire. Alors, le dopage, je vais vous partager une histoire que j'ai vécue indirectement par un récit et qui va nous permettre, qui va nous obliger à remonter un petit peu dans le temps, remonter à une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, qui va nous faire remonter à l'année 1998 avec une affaire qui avait défrayé la chronique sportive en matière de dopage. Et cette affaire avait été baptisée l'affaire Festina. L'affaire Festina, alors petite piqûre de rappel, l'équipe Festina à l'époque c'est la plus grande équipe du monde. C'est l'équipe de Richard Virenque. Et Richard Virenque, il aborde le Tour de France 98 avec un objectif, gagner le Tour de France. Il veut être le successeur de Bernard Hinault, le dernier vainqueur français, ça date de 1985. Et pour permettre à Richard Virenque de gagner le Tour de France, l'équipe Festina va mettre les moyens. Ils vont recruter des équipiers de luxe, ils vont recruter Laurent Brochard, qui a été champion du monde, Alex Zoulet, qui a gagné le Tour d'Espagne, et l'équipe Festina aborde le Tour de France 98 avec le moral au beau fixe. Mais quelques jours avant le départ du Tour, le soigneur de l'équipe Festina, un certain Willy Voet, se fait intercepter à la frontière franco-belge, au volant de sa voiture, facilement reconnaissable avec les grands autocollants Festina. Il se fait intercepter par les douaniers qui lui demandent de se ranger sur le bas-côté, de couper son moteur, de descendre du véhicule, d'ouvrir le coffre de la voiture. Et quand Willy Voet ouvre le coffre de la voiture, la trouvaille
est stupéfiante. On trouve 500 doses de produits dopants, dont la moitié sont des doses d'EPO. L'EPO, c'est une hormone naturelle qui vise à augmenter le taux de globules rouges dans le sang, ce qu'on appelle le taux d'hématocrite. En gros, avoir un taux d'hématocrite élevé, ça facilite le transport de l'oxygène par le sang. Ça renforce l'endurance musculaire. Voilà. Ça permet d'être plus résistant dans l'effort et donc de courir plus longtemps et in fine de courir plus vite. Donc vous avez 250 doses d'EPO et vous avez 250 doses que se partagent les solutions d'hormones de croissance, la testostérone et les amphétamines. Alors Willy Voet, il va nier dans un premier temps. Il va dire que c'est pour sa consommation personnelle. Ça a moyennement marché. Et devant l'évidence des faits, il va dénoncer au sein de l'équipe Festina un dopage organisé, médicalisé, généralisé. Ce qu'il dit à ce moment-là, ça fait l'effet d'une bombe atomique. Parce que qu'il y ait quelques tricheurs dans le peloton professionnel, on s'en doutait un peu. Il ne faut pas non plus nous prendre pour des Playmobil dans un évier, mais si vous voulez, on était persuadés que c'était que quelques tricheurs, justement, vous voyez, des gens qui se refilaient la cam par-dessous les tables. Et Willy Voet nous dit, mais pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, tout le sport de haut niveau, il est structuré par la pratique du dopage. Il nous explique que c'est un dopage organisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sein de l'équipe Festina, il y a une caisse noire et tous les primes des coureurs vont dans cette caisse. Avec cet argent, on va acheter des produits, la plupart du temps en Portugal. Il nous explique que c'est un dopage médicalisé. Ça veut dire que c'est le médecin de l'équipe lui-même qui distribue les petites pilules, les piqûres. Il a des petits carnets, le médecin, où il note jour après jour le dopage que chaque coureur s'inflige. Et puis, nous dit Willy Voet, c'est un dopage généralisé. Ça veut dire que tout le monde se dope. L'équipe Festina va être exclue du Tour de France avec un constat amer, tous dopés. Tous, sauf un. Non, ce n'est pas Richard Virenque, dopé à l'insu de son plein gré. Non, c'est un certain Christophe Basson. Christophe Basson, c'est le monsieur propre du cyclisme professionnel. Christophe Basson, tout le monde peut en attester, n'a jamais pris le moindre produit dopant. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas parce que ce n'est pas le coureur le plus connu. Il n'a pas un palmarès long comme le bras. En même temps, il a une excuse, il ne se dopait pas. Et moi, je suis tombé par hasard sur le bouquin de Christophe Basson, un bouquin au titre évocateur, positif. Et ce bouquin, il m'a tellement passionné que j'ai décidé d'en savoir plus. Et j'ai voulu aller l'interroger. Donc je me suis démerdé pour trouver ses contacts. Aujourd'hui, Christophe Basson, il habite à Bordeaux. Et par une belle journée d'été 2011, je suis descendu à Bordeaux pour rencontrer Christophe Basson. Christophe Basson, c'est un grand gaillard. Il flirte avec le 1,90 m. Il a un fort accent du sud-ouest. Et puis, c'est quelqu'un de très chaleureux, de très convivial, de très sympa. Il m'accueille, il m'offre le café, on se met à discuter de tout, de rien. Et puis, à un moment donné, il m'invite à le suivre jusque dans son bureau. Moi, je lui demande l'autorisation de l'enregistrer. Alors, je sors mon Zoom enregistreur. Et là, Christophe Basson se met à me raconter, à tout me raconter. Christophe Basson est passé professionnel le 1er janvier 1996. Il avait 21 ans. Et Christophe Basson est présenté comme un futur très grand champion. On le présente comme le futur vainqueur potentiel du Tour de France. Si vous voulez, à 21 ans, quand il fait des tests en laboratoire, les résultats de ces tests sont du même acabit que les résultats des tests de Bernard Hinault 20 ans plus tôt. Bernard Hinault, qui est le plus grand champion français de tous les temps.
On le présente comme un futur très grand champion. Il a été champion du monde chez les amateurs du contre-la-montre, Christophe Basson. Il a été champion de France chez les amateurs. Et il m'explique que la première année chez les professionnels, on va lui foutre une paix royale en matière de dopage. On lui permet d'apprendre le métier, c'est comme ça qu'on dit. Hein. À peine se rend-il compte qu'il y a du dopage, me dit-il. Hein. Mais à l'issue de sa première année chez les pros, ça va se gâter. Il m'explique qu'il est convoqué par son directeur sportif, un Breton, un certain Bruno Roussel. Et quand il entre dans le bureau de Bruno Roussel pour renégocier son contrat, il m'explique qu'il y a 2 contrats qui sont posés sur la table. Le premier contrat, c'est le même contrat que la saison précédente. Il m'explique qu'à l'époque, il gagne 15 000 francs, on est encore en francs, l'équivalent de 2 300 €. Il m'explique qu'il a 21 ans, il vit de sa passion et il gagne davantage que son père qui est ouvrier et qui est en fin de carrière. Alors il me dit, moi, mes 15 000 francs mensuels, je m'en contentais largement. Et puis, il y a le deuxième contrat. Oh, c'est quasiment le même contrat. Enfin, on a juste rajouté un truc, 3 fois rien. On a rajouté un 0. On lui propose de faire passer son salaire mensuel à 150 000 francs, à 23 000 € mensuels, hein, en échange d'un accord, un seul, le dopage. Qu'aurions-nous fait à sa place ? Personnellement, je ne peux pas répondre. J'ai 21 ans. On me propose un salaire de 23 000 € mensuels en échange de mon accord, en échange du dopage. Il est tout à fait probable que je prenne le stylo et que je signe. En tout cas, de vous assurer, là, tout de suite, que jamais je n'aurais signé, eh bien, ça serait bien prétentieux de ma part. Hein. Ça consisterait à me considérer comme étant au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire être en mesure de faire un acte que 99% des coureurs ne sont pas capables de faire. Les 99% restants, ils prennent le stylo et ils signent. Mais Christophe Basson est catégorique, c'est non. Christophe Basson me parle à ce moment-là, le regard humide, il me parle de son grand-père, Joachim. Et Joachim, il est décédé quelques semaines plus tôt, avant ce rendez-vous avec Bruno Roussel. Et il m'explique que Joachim s'est chargé en partie de son éducation, qu'il a passé beaucoup de temps avec Christophe Basson lorsque Christophe Basson était minot, et qu'il lui a transmis des valeurs. Les valeurs qui sont les valeurs de la classe ouvrière, me dit Christophe Basson. Il m'a transmis la valeur d'humilité, de générosité, mais aussi les valeurs de loyauté, d'honnêteté, d'intégrité. Il me dit, si je m'étais dopé, j'aurais fait injure à mon grand-père. Et là où il était désormais, je suis sûr qu'il me regardait. Si je m'étais dopé, il aurait eu honte de moi. Comment pouvais-je lui faire ça ? Comment aurais-je pu alors me regarder dans la glace ? Comment aurais-je pu, répète Christophe Basson, me regarder dans la glace ? Christophe Basson rajoute, et de toute façon, moi, j'ai toujours été un sportif hédoniste. Hélium, hétérogène, hédoniste, qui fait passer le plaisir avant toute chose. Eh oui, me dit Christophe Basson, l'argent, la gloire éphémère, tout cela ne m'intéressait pas. La seule chose qui m'intéressait en sportif hédoniste que j'étais, c'est de me griser dans l'effort, hein, de me faire mal sur la machine. Christophe Basson me parle de ces séances d'entraînement où, pour le plaisir de se faire mal sur la bicyclette, il se mettait à accélérer. Et là, il lâchait un à un tous ses coéquipiers qui n'étaient pas encore dopés. Je vous l'ai dit, Christophe Basson, c'est un gros moteur. Hein. La semaine suivante, en course, les coureurs qu'il avait lâchés lui mettaient 5 minutes dans la vue. Hein. Les produits avaient fait leur effet. Hein. Ce ne sont pas forcément les meilleurs qui gagnent, me dit Basson, mais les plus fous, les plus inconscients, ceux qui sont capables de repousser les limites du raisonnable à l'infini. Christophe Basson me raconte que les jours d'étape du Tour de France
les coureurs pouvaient se prendre jusqu'à 10 piqûres dans les fesses. Quelles répercussions ça peut avoir dans le temps? 10 piqûres dans les fesses. Il me raconte la façon dont les coureurs contournaient les contrôles antidopage. Alors ça, c'est des histoires qui se racontent de génération de coureurs en génération de coureurs. Jusqu'en 1978, les coureurs du Tour de France, ils contournaient les contrôles antidopage à l'aide d'une poire médicale. En fait, lorsqu'un coureur était convoqué au contrôle antidopage, il avait toujours quelques minutes pour s'organiser. Et là, du coup, avec une seringue remplie d'urine propre, d'urine saine, qui n'était donc pas la leur, la plupart du temps, les coureurs demandaient à leurs femmes de pisser à leur place. Voilà. C'est la raison pour laquelle un jour, un coureur a reçu un coup de téléphone du médecin qui lui a dit « Monsieur, je ne sais pas ce qui vous arrive, mais vous êtes enceinte. » Ce coureur a eu 2 nouvelles dans la journée, une bonne et une mauvaise. La bonne, c'est qu'il allait être papa. La mauvaise, c'est qu'il était exclu du Tour de France pour tricherie. Donc vous comprenez le principe, il y a la seringue remplie d'urine propre, on remplit la poire grâce à la seringue, on place la poire sous le bras, la poire est reliée à un tuyau qui descend comme ça le long du buffet, on passe le maillot par-dessus, ça ne se voit absolument pas. Et là, lorsque les coureurs rentrent dans la petite caravane pour se soumettre au contrôle antidopage, on leur donne le petit flacon. Ils n'ont plus qu'à ouvrir le robinet, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Alors ça a marché jusqu'en 1978, mais cette année-là, sur le Tour de France, un Belge, un certain Michel Pollentier, il s'empare du maillot de leader et il va au contrôle antidopage. Manque de peau, son dispositif a été saboté. Le tuyau est obstrué. Et le pipi ne veut pas rentrer dans le flacon. Alors là, Michel Pollentier se met à paniquer. Il se dit que s'il est obligé de pisser dans le flacon, il va le faire exploser, tellement il est chargé à bloc. Le médecin le voit pas très à l'aise, et en même temps, il fait très chaud dans cette caravane. Donc le médecin se dit que peut-être c'est la chaleur qui empêche Michel Pollentier d'uriner. Alors il lui dit « Monsieur Pollentier, il fait très chaud, mettez-vous à l'aise, déshabillez-vous. » Michel Pollentier refuse. Le médecin voit qu'il y a anguille sous roche. Il lui demande de retirer son maillot. Et là aussi, la trouvaille est stupéfiante. Michel Pollentier va être exclu du Tour de France. Mais surtout, ce qui va se passer à partir de ce jour, c'est que les médecins qui organisent les contrôles antidopage, ils vont devenir méfiants, suspicieux, limite parano. Ils vont régulièrement demander aux coureurs de se déshabiller intégralement avant de faire pipi dans le flacon. Mais là aussi, les coureurs vont trouver la parade. Accrochez-vous bien. À l'aide d'un préservatif. Comprenez bien. Le coureur est convoqué au contrôle antidopage, il a toujours quelques minutes pour s'organiser. À l'aide de ses coéquipiers, on lui insère un préservatif dans l'anus. Avec une seringue, on remplit le préservatif d'urine propre, qui n'est donc toujours pas la leur. On referme le préservatif sur un tuyau. Le tuyau a été préalablement recouvert de moquette pour faire croire à des poils pubiens. Donc vous comprenez le principe, le préservatif, le tuyau. On passe le tuyau sous les bourses. Avec la moquette, ça ne se voit absolument pas. Et là, les coureurs n'ont plus qu'à ouvrir le petit robinet, à remplir le flacon, ni vu ni connu, pas vu, pas pris. Je suis dans ce bureau de quelques mètres carrés avec Christophe Basson. Et Christophe Basson me raconte. Il me raconte. Et moi, je suis traversé par un sentiment très ambigu, très contradictoire. Parce que je suis à la fois écœuré par tant de machiavélisme. Et allez savoir pourquoi je suis également fasciné par tant de machiavélisme. Il me raconte par exemple qu'avec tout le PO que les coureurs se mettaient dans l'organisme, le PO, je vous le rappelle, c'est ce qui fait augmenter le taux de globules rouges, et bien les sportifs, ils avaient un sang tellement épais que ça pouvait provoquer un arrêt cérébral à tout moment. Et donc les coureurs, ils étaient obligés de mettre leur réveil en pleine nuit pour faire des pompes, pour faire circuler le sang
et pour ne pas mourir tout seul comme des cons dans leur pieu. Hein. J'ai un copain qui était journaliste sportif. Hein. Il m'a raconté cette anecdote. Je lui ai demandé l'autorisation. Raconter cette anecdote dans cette conférence gesticulée. Il a accepté à une seule condition, que je nomme pas le journal pour lequel il travaillait à l'époque. Voilà. Donc je me contenterai de vous dire qu'il s'agit d'un quotidien sportif qui est vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires chaque jour. Hein. Et on est sur le Tour de France 97, hein, un an avant l'affaire Festina. Et on est sur l'étape de l'Alpe d'Huez. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce col mythique du Tour de France, l'Alpe d'Huez. C'est une étape légendaire. L'Alpe d'Huez, c'est une espèce de mur qu'on doit monter. C'est un col que n'importe quel cyclotouriste qui l'a monté un jour dont il se souviendra jusqu'à la fin de ses jours. Quoi. Vous voyez, pourquoi c'est un col qui est extrêmement exigeant? Parce que c'est un col avec des virages à 180 degrés. Donc vous vous retrouvez à l'arrêt dans le virage. Hein, et donc vous êtes obligé de relancer la machine, mais au prix d'un effort surhumain. Hein. Et le soir de cette étape de l'Alpe d'Huez, ce journaliste, il écrit son papier, il l'envoie à sa rédaction, et là, il a quelques heures à tuer, donc il décide d'aller refaire le monde dans les bars de la station avec quelques amis journalistes, et quelques litres de bière plus tard, il revient à l'hôtel, titubant quelque peu, et là, il est persuadé de rentrer dans sa chambre d'hôtel, il est 2 heures du matin, il ouvre la porte, et en fait, il rentre dans la chambre de Richard Virenque. Et Richard Virenque, il est sur un vélo d'appartement et il pédale. Le mec, si vous voulez, il vient de se taper 6 heures de montée de l'Alpe d'Huez. Mais à 2 heures du mat', il est un peu en manque, quoi. Donc il remet son réveil pour refaire quelques kilomètres. Hein. Ces combines Babas, comme on l'appelle dans le cyclisme, il va les accepter pendant plusieurs années. Il sait que les dés sont pipés, mais il ne pipe mot. Et puis un jour, il va en avoir marre. On est sur le Tour de France 99. Tout le monde parle du Tour du renouveau. 1 an après l'affaire Festina, ça y est, on s'est enfin débarrassé de ce cancer qui gangrénait l'organisme sportif. Le dopage n'est plus qu'un mauvais et lointain souvenir. Christophe Basson sait que cela est faux. Il sait que des nouveaux produits viennent d'arriver, encore plus destructeurs que l'EPO. Il me dit qu'il voit tous les coureurs arriver le matin, au départ d'étape du Tour de France, avec l'intérieur des bras recouverts de bleu, laissés par les seringues. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Christophe Basson? Il va donner rendez-vous à quelques journalistes. Franchement, il ne va presque rien leur dire. Il va juste laisser entendre qu'il resterait peut-être quelques minuscules efforts pour enfin définitivement se débarrasser du dopage, qu'en tout cas, c'est une éventualité éventuellement éventuelle. Eh bien, figurez-vous que le peu qu'il va dire, ça va faire l'effet d'une bombe atomique. En quelques heures, il va devenir Babas, la balance. Il va devenir le paria, le renégat, le vilain petit canard, le lépreux, celui qui a brisé la loi de l'omerta. Et à partir de ce jour, une véritable chasse à l'homme va débuter. Christophe Basson me dit qu'il reçoit des courriers de menaces, des courriers anonymes. Il me dit qu'il voit tous les gloires du Tour de France, Bernard Hinault, Cyril Guimard, se relayer sur les plateaux télé pour y aller de leurs petites phrases assassines à l'égard de Christophe Basson. Il me raconte qu'en quelques jours simplement, plus personne ne lui adresse la parole. Il devient l'ennemi numéro 1. Il se fait menacer par Lance Armstrong himself, menacé physiquement. Il lui demande d'arrêter de parler du dopage ou il s'expose à de très gros ennuis. Lâché par tous les siens, au bord de la dépression nerveuse, Christophe Basson, quelques jours plus tard, va abandonner le Tour de France. Et quelques mois plus tard, il mettra un terme à sa carrière de cycliste professionnel à simplement 25 ans. Ils ont tué Christophe Basson.
Étais-je un très grand coureur qui est passé à côté d'une très grande carrière? Ou étais-je un coureur lambda, me demande Christophe Basson? Je ne le saurai jamais. Mais finalement, ça n'a aucune importance, me dit Basson. J'ai quitté ce milieu pas très vertueux, sans aucun regret. Enfin si, un regret, se reprend Christophe Basson. Je dois t'avouer que j'aurais beaucoup aimé gagner une étape du Tour de France et passer la ligne d'arrivée sans lever les bras, sans manifester un quelconque plaisir, comme pour mieux cracher dans la soupe, comme pour mieux dénoncer ce bal des hypocrites, et puis me retrouver sur le podium et ne manifester aucune joie, aucun bonheur. Et puis le soir, invité sur les plateaux télé, j'aurais annoncé en direct ma retraite de cycliste professionnel, comme un pied de nez à ce milieu. Ah oui, ça, oui, oui. J'aurais bien aimé quitter ce milieu en faisant le buzz, par la grande porte. Aujourd'hui, Christophe Basson est retraité cycliste, mais il remonte régulièrement sur son vélo pour goûter l'espace de quelques instants à ce plaisir puéril mais savoureux de se faire mal sur la machine. Je me bats contre moi-même, me dit Christophe Basson. Je me bats contre un adversaire à ma taille. Et celui-là, je suis sûr qu'il ne se dope pas. Le dimanche matin, Christophe Basson part avec quelques camarades sur les routes de Gironde pour avaler des kilomètres de bitume, pour se sentir vivre, pour se sentir libre. Et quand il revient de sa sortie à vélo, il part à la douche. Et là, il se regarde dans la glace. Et il se sent bien. Au retour de cette rencontre avec Christophe Basson, dans la voiture qui me remonte en Bretagne, 1 milliard de questions s'entrechoquent dans mon cerveau. Et parmi ces questions, une en particulier. En fait, je me demande si mon exclusion à moi, mon exclusion du football, moi, l'exclu, l'assigner au banc de touche, est-ce que mon exclusion à moi, elle a quelque chose à voir avec l'exclusion de Christophe Basson? Alors peut-être qu'à première vue, vous vous dites non, ça n'a pas grand-chose à voir, laisse tomber. C'est un peu différent, quoi. Et pourtant, mon intuition, c'est que structurellement parlant, nos deux exclusions, elles ont quelque chose à voir. Alors je partage mes réflexions avec mes covoitureurs. Et parmi mes covoitureurs, il y a un certain Guillaume. Et Guillaume, lui, c'est un ancien handballeur qui, dès l'âge de 10-11 ans, a été repéré pour ses qualités handballistiques. Alors comment ça se passe comme ça quand vous êtes repéré? Il faut imaginer, vous jouez au handball dans un club, et là vous avez des recruteurs qui viennent, des émissaires, qui viennent vous repérer, et s'ils considèrent que votre niveau est plutôt intéressant, ils font quoi? Ils vous proposent d'intégrer des sélections territoriales. Autrement dit, des sélections départementales, puis si ça se passe bien, régionales, et ça peut même, si ça se passe très très bien, se poursuivre à un niveau national. Donc vous vous retrouvez à jouer à 11-12 ans dans l'équipe des moins de 12 ans du Finistère. Pour Guillaume, ça se passait dans le Finistère, de Bretagne, voire, pourquoi pas, l'équipe de France. Bon, pour Guillaume, ça s'est arrêté en sélection de Bretagne. Et Guillaume, il me raconte qu'il a 13 ans. Ça fait 2 ans qu'il joue en équipe de Bretagne et il joue en parallèle dans son club de village avec tous ses copains. Et il me raconte que lors d'un stage avec l'équipe de Bretagne, il est convoqué par son sélectionneur. Et là, son sélectionneur lui dit « Écoute Guillaume, depuis 2 ans, on a été relativement laxiste, on a fermé les yeux, mais on t'annonce qu'à partir de l'année prochaine, il va falloir que tu changes de club. Tu ne vas pas pouvoir éternellement rester dans ton club de village. Il va falloir que tu ailles dans une plus grosse écurie, dans un club plus conforme à ton niveau. » Alors là, Guillaume l'arrête tout de suite, il lui dit « Non, moi je suis pas du tout prêt à changer de club. Moi, ce club, c'est le club de mes copains.
on est au collège ensemble, on se retrouve à l'entraînement le mercredi, on joue ensemble le samedi. Moi, c'est handball plaisir. Hein. Moi, oh non, non, le haut niveau, c'est pas fait pour moi. Non, 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 moi, je change pas de club. Et là, son sélectionneur lui dit, non mais Guillaume, je crois que je me suis pas bien fait comprendre. Je ne te propose pas de changer de club. Je t'annonce qu'à partir de la rentrée prochaine, tu vas changer de club. Parce que il faut que tu comprennes que ça fait 2 ans qu'on te traîne avec nous en équipe de Bretagne. Tu sais que ça coûte cher de faire jouer un joueur en sélection. Tu sais qu'on a beaucoup investi sur toi. Et désormais, il nous faut un retour sur investissement. Guillaume me dit qu'il s'est senti sali. Sali par cet entraîneur avec qui il avait, au fil du temps, développé une chouette relation. Et il a eu le sentiment, à ce moment précis, de n'être perçu dans le regard de cet entraîneur que comme un produit, que comme une marchandise. J'ai hésité à raconter cette anecdote dans cette conférence gesticulée. Et puis un jour, il y a une dame qui est venue me voir à la fin de ma conférence. Après que j'ai raconté cette anecdote, elle était en larmes. Et elle m'a dit, j'ai connu la même chose avec ma fille. Elle était gymnaste. Ils l'ont totalement cassée. À 16 ans, elle était cassée de partout. Elle était dépressive. Elle a fait des tentatives de suicide. Et elle ne veut plus jamais, jamais, jamais entendre parler de sport. En fait, on a tous dans notre entourage des Guillaume, des Guillaumettes, qui ont vécu cette violence symbolique bien sûr, mais aussi cette violence physique. Qu'est-ce qui se passe quand on s'adresse à un enfant de 12-13 ans et qu'on lui parle comme s'il était une marchandise, comme s'il était un produit? Entendons-nous, je ne suis pas du tout en train de faire passer cet entraîneur comme un salaud, pour un salaud. Vous avez compris, ma conférence gesticulée, son analyse, elle se veut structurelle. Elle n'est pas individualisante. Probablement que cet entraîneur est un type très bien, qui s'est dévoué pendant des années et des années, qui a travaillé avec des enfants. Je suis juste en train de laisser entendre qu'il est le produit d'un système. Et qu'on pourrait tous autant qu'on est, être à un moment donné le produit de ce système, c'est-à-dire le rouage de ce système. Et pour comprendre ce système, il faut, le système sportif, il faut se jeter un coup d'œil dans le rétroviseur et remonter à cette période où le sport en France, il va se structurer. Et je propose qu'on termine cette conférence gesticulée par ce petit détour historique. En 1958, le général de Gaulle devient le premier président de la Ve République. La politique de Gaulle, elle est assez simple à résumer. De Gaulle, il a 2 grands objectifs quand il prend le pouvoir en 1958. 1, préserver l'indépendance de la France. C'est la course à l'arme nucléaire. 2, restaurer la grandeur de la France. De Gaulle est un mégalomane. De Gaulle, il se shoot au prestige national. Et De Gaulle, pour assouvir sa soif de grandeur patriotique, il a besoin de symboles. Et le sport va être un de ces symboles. De Gaulle, il a compris ce que c'était le sport. Si vous voulez la grandeur d'une nation, faites-la briller lors des grandes compétitions internationales. Imaginez une France qui ramène un maximum de médailles lors des grandes compétitions internationales. On va nous refaire le coup cet été. On va chaque soir voir le nombre de médailles remportées aux Jeux Olympiques par chacun des pays. Et c'est bien la gloire nationale qui est à ce moment-là exaltée. Et De Gaulle, il a compris ça. Et donc De Gaulle, il crée un ministère des Sports. Et il va le confier à un sportif de renom, un certain Maurice Herzog. Maurice Herzog, c'est un alpiniste qui a été le premier à franchir un col de 8000 mètres, l'Annapurna. C'est une expédition qui a été largement médiatisée. Paris Match en a fait sa une. Herzog, il est revenu avec les doigts gelés. On lui a coupé les doigts. Alors, c'est une expédition qui
qui a entraîné beaucoup de polémiques. A priori, il y a aussi beaucoup d'affabulation qui a été montée autour de la légende de Maurice Herzog. Sa fille elle-même, elle raconte dans un bouquin comment son père était un mythomane, qu'il a inventé tout un tas d'exploits, etc. C'était à la mode de mettre des mythomanes au ministère sous De Gaulle. Après Malraux, Maurice Herzog. Bref, mais en tout cas, Maurice Herzog, il est rentré dans la légende du sport. Et De Gaulle, il compte bien sur la notoriété d'Herzog pour imposer son idéologie de grandeur en matière sportive. Et ça tombe bien, parce qu'en 1960, il y a des Jeux Olympiques. En Italie, les Jeux Olympiques de Rome. Alors, 1960, on est en pleine guerre froide. Je vous laisse 5 secondes imaginer ce que vont être les affrontements entre les États-Unis et l'URSS. Si vous voulez, c'est un peu plus qu'une rencontre amicale qui se joue à ce moment-là. Ils vont s'affronter en finale de basket lors des grandes compétitions d'athlétisme. C'est la guerre qui est déclarée, c'est l'Est contre l'Ouest, c'est le bloc soviétique contre le bloc américain. Voilà, c'est ça qui se joue en 1960 aux Jeux Olympiques. Et De Gaulle, en mégalo qu'il est, il aimerait bien que la France joue un rôle d'arbitre entre l'Est et l'Ouest, entre l'URSS et les États-Unis. Alors ça ne va pas exactement se passer comme De Gaulle l'aurait voulu, puisque l'URSS va ramener 103 médailles, les États-Unis vont en ramener 71, et la France va en ramener 5, dont 0 en or. Même celui que l'on annonce médaillé d'or avant même la course, un certain Michel Jazy, en athlétisme, il va terminer 4e. C'est la Bérésina. C'est un véritable camouflet. Au lendemain de la cérémonie de clôture, le journal L'Équipe titre « La déchéance nationale ». Alors, il paraît que De Gaulle, il vit assez mal cette déconvenue, cette humiliation. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va convoquer Herzog et il va lui passer un savon. Et il va lui demander d'imaginer une nouvelle organisation du sport en France pour que ce camouflet ne se reproduise plus. On a été ridicule en 1960, désormais c'est rideau, on veut des médailles. Et Herzog, il a quelques semaines pour rendre sa copie. Alors il va consulter, il va se documenter, et il va finir par tomber sur un schéma tout bête. Un schéma imaginé quelques décennies plus tôt par un certain Pierre de Coubertin. Ben tiens. La pyramide coubertinienne. Voilà ce que Herzog va présenter à De Gaulle. Voilà ce que De Gaulle va valider. Voilà la façon dont le sport en France, depuis le traumatisme des Jeux Olympiques de Rome, la façon dont le sport en France est structuré. Alors, il y a 2 façons d'interpréter cette pyramide. La première façon, le discours officiel. Le discours tenu par le ministère du Sport. Eh bien, on va nous expliquer que ce qui compte dans cette pyramide, c'est la partie inférieure. Sport de masse. Vous vous souvenez, auparavant, le sport était une activité élitiste, c'est-à-dire qui était réservée à une élite financière, qui avait les moyens de se payer des activités sportives. Et bien vu que le sport, c'est bon pour la santé, pour l'éducation, etc., on va développer à partir de 1960 le sport de masse. Alors qu'est-ce qui va se passer? On va construire tout un tas d'équipements. Les années 60, c'est là où on voit dans toutes les villes, dans tous les villages de France, des gymnases, des terrains de foot, des piscines qui vont se monter. C'est la démocratisation de la pratique sportive. Voilà. Ça, c'est ce qui est mis en avant à partir des années 60. On va développer le sport de masse. Alors ça, c'est le discours officiel. Voilà maintenant le discours officieux que je vous livre au regard notamment de cette histoire des Jeux Olympiques de Rome et qui va nous amener à considérer que la partie inférieure de la pyramide, De Gaulle et Herzog, ils s'en moquent un peu. Eux, ce qui les intéresse, c'est le sommet de la pyramide. Eux comme élite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une France sportive d'élite. C'est une France qui ramènera un maximum de médailles lors des grandes compétitions internationales. Ce qu'ils veulent Herzog, ce qu'ils veulent De Gaulle, ce sont des David Douillet, des Zinedine Zidane, des Laure Manodou, des Marie-Jo Pérec. Et le sport de masse,
dans cette pyramide n'est pas un objectif, hein. C'est un moyen. Comprenez bien. On met des millions de gamins dans les stades et par un système de sélection permanente à tous les échelons, on permet progressivement à une élite d'émerger. Le problème, c'est qu'à chaque niveau de sélection, il y a des milliers de gamins qui restent sur le carreau. Ça aussi, c'est le professeur Jacquard qui me l'explique, hein. Pour fabriquer un gagnant, il faut fabriquer 100 perdants. Alors, moi, dans le football, je me suis arrêté là. Guillaume, dans le handball, il s'est arrêté là. Et Christophe Basson, dans le cyclisme, il s'est arrêté là. Mais vous voyez bien que d'un point de vue structurel, la logique est la même, hein. À chaque fois que vous êtes jugé non conforme, le système vous recrache, hein. Moi, j'ai été recraché par le système parce que j'étais considéré comme pas suffisamment bon. Guillaume, comme pas suffisamment ambitieux. Christophe Basson, comme pas suffisamment tricheur, hein. Voilà la façon dont le sport est organisé depuis 1960. Voilà ce qu'on pourrait appeler le service public du sport, hein, qui n'est rien d'autre qu'une politique d'anthropométrie, qui n'est rien d'autre qu'une politique de hiérarchisation permanente, de sélection permanente. Ce modèle-là n'a été remis par aucun ministère depuis que Herzog et De Gaulle l'ont imposé avec autorité. Ça n'a été remis par aucun ministère depuis, aucun ministère ni de gauche, ni de droite, ni de droite. Non, ni de gauche, pardon. Enfin, vous avez compris l'idée. Enfin, ni de droite, ni de gauche, ou ni de droite, ni de droite. C'est un système de classification d'individus sur des critères physiques. Parce que c'est ça le sport, in fine. C'est que les individus sont toujours classés dans cette pyramide sur des critères physiques. Et classer les individus sur des critères physiques, hein, outre que ça nous replonge dans une période un peu sombre de notre histoire, hein, ça a un sens politique. Puisque ça permet de légitimer la domination. Ça permet d'invisibiliser la domination en la naturalisant. Le sport va permettre d'apporter la démonstration, c'est naturel, de la supériorité des hommes sur les femmes. On a beau dire, on a beau faire, mais la place des femmes, c'est quand même mieux dans la cuisine. Oui, tout à fait, Thierry. La démonstration des valides sur les personnes handicapées. La domination des jeunes sur les vieux. La domination des grands sur les petits. Dans le handball que je pratiquais, il y avait des sélections qui étaient ouvertes uniquement aux joueurs de grande taille. Des joueurs qui, à 12-13 ans, mesuraient déjà 1,70 m. C'est du darwinisme social, hein. Je ne sais pas comment le dire autrement, hein. Le darwinisme social, si vous voulez, c'est lorsque Quentin, qui fait 30 cm de moins que moi, se retrouve exclu parce qu'il est trop petit, hein. Oui, j'étais meilleur que Quentin. Franchement, je n'avais pas grand mérite, hein. À l'époque, je faisais déjà 1,93 m, je faisais 110 kg. Je peux vous assurer que quand je me mettais au milieu de mon but, hein, il n'y avait plus beaucoup de place pour le ballon pour passer, hein. Était-ce une raison, entre nous soit dit, hein, pour exclure Quentin et pour faire de lui définitivement un perdant? Tous ces beaux jeux inventés pour passer devant les premiers, pour que chacun soit écrasé s'il refuse encore de plier. Oh la peur, oh le vide, oh la victoire des avides, nous on veut pas être des gagnants, mais on n'acceptera jamais d'être des perdants. Alors, à partir de ces évidences, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser autrement cette société? C'est si simple, c'est si clair. Et je regarde ma société, je me dis, mais elle est folle, puisqu'elle me demande, à moi, d'être compétitif. C'est-à-dire de vous regarder, vous qui êtes un autre, non plus comme une source, une richesse, mais vous regarder comme quelqu'un devant qui je dois passer. Il faut que je passe devant vous. Et du coup, je ne peux plus vous dire tu. Je ne peux plus vous regarder dans les yeux. Il faut que je vous élimine. Alors je vais peut-être gagner une fois, deux fois, trois fois. Puis un jour, il y en a un qui va m'éliminer.
La compétition, c'est une guerre que l'on perd toujours. On gagne une bataille, hein, mais on perd la guerre. Hein. Professeur Jacquard, hein, c'est un peu à cause de vous que j'ai compris tout ça. Grâce à notre rencontre. Hein. C'était le 4 septembre 2010. La rencontre avait été organisée au bistrot Le Bonaparte à Paris, à Saint-Germain-des-Prés. À 15h pétantes, professeur, je vous ai vu arriver au bout de la rue, sous votre parapluie. Il pleuvait sur Paris ce jour-là. Et moi, je vous ai suivi discrètement jusqu'à l'entrée dans le bistrot. Arrivé dans le bistrot, nos regards se sont croisés, nos mains se sont tendues. Et j'ai eu le sentiment à ce moment précis que le temps s'était arrêté. J'étais un petit garçon face à son maître. Durant les 3 heures qu'a duré notre entretien, professeur, vous m'avez parlé de la vie. C'est une magnifique aventure à construire et pas à subir. Hein. Cette vie où on devrait s'insérer. Quel vilain mot, s'insérer. Hein. La porte est un peu étroite, mais je vais passer quand même en marchant sur les pas des camarades. Hein. Vous m'avez parlé de l'école, hein. Ce lieu de compétition, de sélection qu'il fallait urgemment transformer. Ce lieu où il nous fallait enseigner l'art de la rencontre. Hein. C'était vos mots. Et puis, professeur, vous m'avez parlé du sport. Vous m'avez beaucoup parlé du sport. Ce sport que vous aimiez tant, mais que vous regrettiez de voir perverti par le capitalisme. Le capitalisme est un monstre. Je l'ai compris grâce à vous, professeur. C'est un monstre, le capitalisme, parce que les dégâts qu'il occasionne sont monstrueux pour l'humanité. Un enfant meurt de faim tous les 5 secondes dans le monde. La moitié de l'humanité vit en dessous de 2 $ par jour. Mais c'est également un monstre, le capitalisme, parce qu'il parvient à nous faire le défendre, alors même qu'on pense le combattre. Quand il nous déguise en dirigeants, en sportifs, en supporters, et qu'il nous conduit dans les stades avec un seul mot d'ordre, le tout pour la gagne, il nous met à son service. Le capitalisme, il faut comprendre, ce n'est pas simplement un système économique, c'est également un système culturel. Pour le dire autrement, le capitalisme ne vise pas simplement une conquête mercantile, il vise également une conquête idéologique, un rapt des âmes et des consciences. Nous aurions toutes les raisons objectives du monde d'éprouver à l'égard du capitalisme un dégoût profond. Et donc, pour se faire accepter, le capitalisme, il va devoir nous séduire. Il va utiliser tout un tas de véhicules idéologiques qui vont nous faire l'aimer, souvent à l'insu de notre plein gré. Et le sport est un de ces véhicules idéologiques. C'est bien le sport qui nous fait aimer ce qu'il y a de plus répugnant dans le capitalisme. La marchandisation des corps, l'écrasement des faibles par les forts, la mise en compétition permanente des individus les uns contre les autres, l'illimitation des performances, le darwinisme social, le fric indécent. Quand Kylian Mbappé gagne en un an 110 millions d'euros, il gagne en un mois ce qu'un smicard gagnerait en 600 ans. Ce type d'indécence, le capitalisme l'a voulu, le capitalisme l'a fait. Parce que si on est capable d'accepter qu'un sportif gagne de telles sommes, eh bien on est capable d'accepter qu'un chef d'entreprise gagne la même chose. Et notre combat en faveur de l'égalité des richesses prend subitement du plomb dans l'aile. Le sport, celui qui va nous faire accepter la domination. Professeur Jacquard, il y avait beaucoup de monde dans ce bistrot, et moi je peinais à vous entendre, vous aviez votre petite voix, ça se passait 3 ans avant votre mort, vous étiez déjà très affaibli. Alors moi, pour ne rien perdre, je me rapprochais toujours plus, jusqu'à presque vous toucher. Là, assis sur votre banquette, devant votre tasse de café, je voulais vous entendre me raconter vos belles histoires. Vous m'avez raconté qu'en Afrique, pas étonnant que ça se passe là-bas, vous avez rajouté, une ennemie avait inventé une nouvelle règle au football. Dès qu'un joueur marque un but, il change de camp, il change d'équipe. À la fin de la rencontre, parce que dans le mot rencontre sportive, il y a le mot rencontre,
eh bien, tout le monde a joué avec tout le monde. Tout le monde s'est amusé. Tout le monde a gagné. Surtout le sport, vous avez rajouté. Et puis, vous m'avez raconté que dans le sud de la France, fidèle à votre proposition, à savoir brûler tous les podiums, une équipe s'était rebaptisée « On s'en fout du score ». Histoire de montrer que le score, ça n'avait aucune importance, que la seule chose qui comptait, c'était le plaisir de courir après un ballon. Est amateur celui qui aime gratuitement. Et si nous étions cela, des êtres qui aimions gratuitement, qui n'attendions rien en retour, si ce n'est le pari de l'amitié. Et puis, professeur, vous m'avez parlé du cas Moitessier, Bernard Moitessier. Ce navigateur rendu célèbre grâce à son bateau, le Joshua. En 1968, le journal le Sunday Times organise une grande course de voile autour du globe. Le départ se fait de Plymouth et le principe est simple, il faudra passer les 3 caps, sans escale, sans assistance, et revenir à la ligne de départ. Moitessier refuse dans un premier temps de prendre part à cette compétition, qu'il juge absurde. Et puis, peut-être par goût de la provocation, Moitessier va prendre le départ. Mais très rapidement, Moitessier n'est plus dans l'esprit de la course. Il profite du calme de l'océan Indien pour nourrir les oiseaux, pour pêcher, pour écrire, pour méditer. Et finalement, les seules fois où il pousse au maximum son bateau, c'est pour le plaisir de voir Joshua avaler les vagues. Parce que dans l'effort, il le trouve beau. Moitessier ne respecte pas les règles de la compétition. Et pourtant, il passe le 2e cap et c'est lui qui a attendu en vainqueur à Plymouth. Moitessier n'est plus qu'à quelques milles de la ligne d'arrivée. Mais alors que Joshua s'apprête à passer cette ligne d'arrivée, on va assister à une scène assez incroyable. On va voir Joshua qui va faire demi-tour. Moitessier ne franchira jamais la ligne. Et sur un cargo qui passe par là, à l'aide d'un lance-pierre, Moitessier projette un message. Je continue en mer, parce que je m'y sens bien. Je continue en mer parce que je ne comprendrai décidément rien à ce monde. Je continue en mer parce que cette compétition est destructrice. Je continue en mer parce que c'est peut-être ma façon à moi de combattre le système. Je continue en mer, peut-être aussi, pour sauver mon âme. Je voulais vous remercier, professeur, de m'avoir raconté ces belles histoires. Au cours de l'entretien, je vous ai demandé si, à dénoncer à tout va le capitalisme, vous n'aviez que ce mot-là dans la bouche. Vous n'aviez pas l'impression de vous battre contre des moulins à vent. Vous avez réfléchi quelques secondes, puis vous n'êtes pas démonté. Vous avez fini par me répondre « Mais les ailes des moulins, monsieur, peuvent certes nous projeter dans la boue, mais elles peuvent également nous projeter là-haut, tout là-haut dans les étoiles. » Je voulais vous remercier, professeur, d'avoir été mon étoile. Et moi, je voulais vous remercier d'avoir écouté mon histoire. Merci beaucoup. Merci. 2-3 mots. 2-3 mots. Voilà, c'était la dernière de cette conférence gesticulée qui a été créée en 2011. Voilà, qui a joué à peu près 200 fois. Voilà, je voulais remercier Cécile Delomo, qui avait été l'entraîneur sur cette conférence gesticulée, Franck également, qui avait posé un regard sur cette conférence gesticulée en 2011. Remercier tous les lieux, évidemment, qui m'ont accueilli. Remercier le Théâtre Spirale de m'avoir donné cette scène pour cette dernière. Vous remercier pour votre écoute attentive, pour votre endurance. Et évidemment, remercier mes entraîneurs de foot, sans qui cette conférence n'aurait pas pu avoir lieu. Merci à eux.
Waouh, la classe, hein. C'est trop grand. Waouh. Ah ouais, deux carrément. Ah ouais, du camarade. Ah ouais.